L'histoire du jour vous fera à coup sûr penser au monstre de Frankenstein. Cette créature ramenée à la vie par un savant fou, Victor Frankenstein, qui prendra la fuite et abandonnera sa création tant sa laideur l'horrifiait. Ce savant fou, c'est un peu le docteur Tanzler. Nous avons traité cette histoire sur TikTok, mais on a tellement aimé qu'on a décidé de la traiter plus en profondeur et de vous proposer une version longue. Et merci au passage à la team TikTok et Insta, gros cœur sur vous et on se comprend. Nous allons donc parler de ce médecin fou et amoureux qui va tenter de défier les lois de la nature. L'expression « aimer à la folie » n'a jamais eu autant de sens. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire de Maria Elena Milagro de Llanos. Comme toujours les amis, on like si on trouve la vidéo sympa et on s'abonne pour en voir d'autres. Georg Karl Tanzler, aussi appelé le comte Karl von Cosel, est un médecin allemand né le 8 février 1877 à Dresde, qui était à l'époque la capitale de l'Empire allemand. Et il est issu d'une famille très riche et grâce à ses origines aisées, il a eu la chance de bénéficier d'une éducation solide et diversifiée. C'est un enfant intelligent et même brillant dans de nombreux domaines. Il est plutôt solitaire mais avide de savoir. Il passe son temps le nez plongé dans les livres ou à bricoler tout et n'importe quoi, à faire de petites expériences innocentes. Et il rêve plus tard de faire le tour du monde et de construire son propre avion ou bien son propre bateau. Bref, rien n'est impossible à ses yeux. Mais Karl est aussi très spirituel. Il a toujours eu des sortes de visions. Des gens venus de l'au-delà venaient régulièrement le visiter, et il y en a une qui ne cessera jamais de lui apparaître au fil des ans, et même à l'âge adulte, c'est la comtesse Anna Constantia von Cosel. Elle s'est présentée à lui comme étant son ancêtre, et sachez que si on a la certitude que cette femme a bien existé, il n'a jamais été prouvé qu'elle faisait bien partie de sa famille. Peut-être que oui, auquel cas on aurait perdu les traces de sa filiation, mais sûrement que non, et qu'ils partageaient simplement le même nom. Et cette femme est une comtesse très célèbre qui a marqué son temps. Elle a vécu fin 17e, début 18e siècle, pour vous donner une meilleure idée. Elle est née en 1680, alors que le docteur Tanzler, lui, est né en 1877. C'était donc il y a très longtemps, même pour le petit Karl. Le père d'Anna Constantia était chevalier, quant à sa mère, elle était issue d'une riche famille de marchands. Alors un noble et une bourgeoise, c'était très mal vu pour l'époque. Anna Constantia a bénéficié d'une excellente éducation pour cette époque. Elle parlait de nombreuses langues, elle était passionnée de musique, elle était aussi douée en mathématiques qu'elle ne l'était en lettres classiques. Adolescente, elle avait une personnalité hors du commun, elle aimait fumer, elle aimait chasser et tout ça, ça inquiétait beaucoup sa famille. Alors à l'âge de 14 ans, elle a été envoyée à la cour de Gottorp, où elle a été la dame de compagnie de Sophia Amalie, la fille du duc. Au mariage de Sophia, elle l'a suivie à 300 km de là, à la cour de Wolfenbüttel. Mais patatras, Anna Constantia tombe enceinte hors mariage à l'âge de 21 ans. On ne sait pas qui est le père, mais a priori il s'agirait du frère du mari de Sophia Amalie, Louis Rudolph, qui n'est autre que le frère cadet du prince. Elle a donc aussitôt été démise de ses fonctions et renvoyée chez ses parents. On ne sait pas ce qu'il est advenu de l'enfant. Il n'y a aucune trace de lui nulle part. L'année suivante, elle se marie avec le comte Diom, alors directeur des impôts. Et sachez que les deux avaient vécu en concubinage durant 4 ans. Et les deux vivaient alors à la cour de Wolfenbüttel, un sacrilège à l'époque. Mais le mariage ne durera pas, car Anna Constantia s'était prise d'un autre homme. Et c'est dans la foulée, en 1703, à l'âge de 23 ans, qu'elle s'est présentée à la cour du roi de Pologne, afin d'y occuper le poste de dame de compagnie. Et seuls les bien-nés étaient autorisés à occuper ce poste et à vivre à la cour du roi. Mais pour ce faire, elle a dû mentir sur sa situation maritale. Elle s'est présentée comme étant la femme du comte Diom, omettant que ce dernier avait demandé le divorce, ce qui là encore était très mal vu à l'époque, en sachant que le divorce ne sera prononcé que 3 ans plus tard, en 1706. Et quand le comte Diom a appris qu'elle s'était installée à la cour du roi de Pologne, et depuis 1 an déjà,
il a fait tout son possible pour la faire expulser. Il a prévenu le roi du poteau rose, pensant ainsi qu'elle se ferait expulser, mais malheureusement pour lui, c'était trop tard puisque la belle Anna Constantia avait entre-temps tapé dans l'œil du roi lui-même, Auguste le Fort, roi de Pologne. Auguste est tombé fou amoureux d'elle, de sa beauté époustouflante, mais aussi et surtout de sa personnalité hors du commun. Elle était vive d'esprit et haute en couleur. Il n'hésitera pas à faire d'elle l'une de ses maîtresses officielles, titre qu'elle partage alors avec Ursula Katharina, princesse de Teschen. Alors, lorsqu'il a appris ça, le comte Guillaume a redoublé d'efforts pour qu'Anna Constantia soit destituée de son titre de maîtresse royale, qui offrait, il est vrai, de nombreux privilèges. Il l'estimait indigne du roi, mais encore une fois, en vain. Et la femme d'Auguste, le roi, très pieuse et outrée par le comportement scandaleux de son mari, a refusé de gouverner à ses côtés. Elle reste reine, mais elle s'en va habiter ailleurs. Et c'est en 1906, l'année même de son divorce, qu'Anna Constantia a eu le privilège de devenir la seule et unique maîtresse officielle du roi après qu'il ait banni la princesse de Teschen. Mais Anna Constantia était une ambitieuse, elle a toujours refusé de n'être qu'une maîtresse et elle a réussi à convaincre le roi de l'épouser à la mort de la reine et de lui faire jurer fidélité éternelle, et le roi s'y est engagé dans le cadre d'un accord secret, tamponné du sceau royal. Elle menait, il est vrai, littéralement le roi à la baguette, puisque chacun de ses désirs et de ses caprices devenait des ordres. Et ce document était très important, il avait une certaine valeur légale. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, mais voilà, Anna Constantia fut finalement bannie à son tour. Elle s'était trop immiscée dans les affaires politiques du roi, elle était devenue paranoïaque à l'idée de perdre sa place, et elle faisait suivre le roi. Elle était aussi devenue gênante car peu aimée du peuple, alors pour retrouver les faveurs de ses sujets et aussi et surtout pour laisser le champ libre à sa nouvelle favorite, Maria Magdalena Bielinski, la comtesse Vonoff, eh bien il s'est débarrassé d'Anna Constantia, mais pas des enfants qui auront chacun de grands destins. Exilée au château de Pillnitz, Anna Constantia réussira à s'enfuir. Elle n'avait alors qu'une obsession, mettre la main sur la fameuse promesse de mariage du roi qu'elle avait confiée à un cousin, le comte Christian Ju Ranzo, et cette promesse était d'une grande valeur. Le roi Auguste a tout fait pour qu'elle ne puisse jamais récupérer ce document. Il a réussi et elle fut finalement arrêtée et exilée à Burg-Stolpen où elle y restera 49 ans jusqu'à sa mort à l'honorable âge de 85 ans. Voilà donc, c'est une grande présentation, je vous l'accorde, mais voilà donc avec qui Karl Tanzler affirmait communiquer de temps à autre depuis sa plus tendre enfance. Elle semblait le guider et le conseiller. Après ses études, Karl Tanzler va beaucoup voyager, un vrai luxe, dans les années 1800. Il voyage un peu partout en Europe et c'est lors de son séjour en Italie qu'il reçoit une énième visite de la comtesse Anna Constantia. Et au cours de cette visite, elle lui révèle le visage de celle qui sera un jour la femme de sa vie, son véritable amour, une belle femme exotique aux cheveux longs. Et cette vision restera à jamais gravée dans la mémoire de Karl. Mais à cette époque, il est bien trop occupé par ses voyages aventuriers dans l'âme. Il s'en ira visiter l'Asie, et notamment l'Inde, mais c'est en Australie qu'il posera ses valises 10 longues années durant. Il s'était acheté une belle maison, un bateau aussi. Il naviguait tellement qu'il était devenu un spécialiste de la météorologie. C'est une science, et oui. Et ce sont là des connaissances précieuses pour pouvoir s'orienter en mer. Il passait donc son temps entre la terre et la mer. Il avait même commencé à construire un avion grâce à ses solides connaissances en ingénierie et en électricité. Bref, tout roulait pour Karl. Mais voilà, à cause du conflit mondial qui vient tout juste d'éclater, à savoir la Première Guerre mondiale, il est placé pour, je cite, sa propre sécurité dans un camp aux côtés de prisonniers de guerre et d'officiers indiens. Et en y mettant les pieds, Karl se rend vite compte que ce camp a plus des allures de prison qu'autre chose. Et oui, il ne faisait pas bon d'être allemand dans cet endroit du monde à l'époque. Et puis des mois plus tard, il a été déplacé dans un autre camp, celui de Trial B, plus hospitalier puisque c'est un grand château perdu en haut des Rocheuses, mais qui est lui aussi clôturé.
impossible de sortir. Et n'en pouvant plus, il décide de s'enfuir avec un camarade, un certain Nyanatiloka, qui est connu pour avoir été l'un des tout premiers occidentaux à être ordonné moine bouddhiste. Lui aussi avait été envoyé à Trialbé à cause de ses origines allemandes, et ensemble, ils ont en cachette entrepris la construction d'un bateau pour fuir par la mer. Mais ils ont été finalement libérés avant la fin de sa construction, quand ce fut la fin du conflit. À sa libération, Karl, et toujours à cause de ses origines allemandes, a eu l'interdiction de retourner vivre chez lui. Il a même été envoyé de force en Hollande. Et oui, il a servi de monnaie d'échange dans le cadre d'un échange de prisonniers. Et rebelote, là-bas, il est retenu captif avant d'être enfin libéré. À ce moment, il n'a qu'une seule idée en tête, retrouver sa mère. Il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis le début du conflit. Il ne sait même pas si elle est toujours en vie. Par chance, elle l'est et il réussit à la retrouver. Il va vivre avec elle pendant 3 ans. C'est durant ces 3 ans qu'il a pu voir de ses yeux les ravages qu'avait fait ce conflit. Nombreux étaient ceux à avoir tout perdu. Sa mère lui conseille alors de partir vivre aux États-Unis, où est déjà installée sa sœur. Mais Karl choisit plutôt d'épouser en 1920, à l'âge de 43 ans, une certaine Doris Schaffer, âgée de 31 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants, Ayesha Tanzler, née 2 ans après le mariage, et Clarissa Tanzler, née 2 ans après sa sœur. Et c'est encore 2 ans après la naissance de la petite dernière qu'il décide de suivre les conseils de sa mère et d'aller vivre chez sa sœur aux États-Unis. Après tout, on dit qu'il y a de formidables opportunités là-bas. Et il part seul en éclaireur en 1926. C'est par la mer qu'il arrive sur le continent américain, à Cuba, le 6 février 1926. Il y restera brièvement le temps de visiter un peu avant de rejoindre sa sœur, alors installée à Zephyr Hills en Floride. Sa famille le rejoint l'année suivante. Elle s'installe avec lui à Zephyr Hills. Il est alors embauché en tant que technologue en radiologie à l'hôpital de Key West, toujours en Floride. Mais en sachant que c'est aujourd'hui à 7h10 de route, imaginez la longueur du trajet à l'époque. Le docteur Karl Tanzler ne peut donc rejoindre sa famille qu'occasionnellement. Et puis un jour, il va faire la rencontre qui va tout changer. Et cette rencontre est si importante pour lui qu'il n'oubliera jamais la date exacte, le 22 avril 1930. Ce jour-là, il fait la rencontre de Maria Elena Milagro de Llanos, une magnifique jeune femme de 21 ans. Et là, il la reconnaît immédiatement. C'est la fameuse femme exotique aux longs cheveux noirs de la prophétie de son ancêtre. C'est elle, son véritable amour. Il tombe fou amoureux d'elle au premier regard. Maria Elena vit alors à Key West. Elle a effectivement de beaux et longs cheveux noirs et elle est d'origine cubaine. C'est une jeune femme simple, issue d'une famille modeste. Son père Francisco est fabricant de cigares, quant à sa mère Aurora, elle est femme au foyer. Elle a une grande sœur, Florinda, ainsi qu'une petite sœur, Celia. Et Maria Elena est si belle qu'elle était considérée à l'époque comme l'une des plus belles femmes de Key West. Et la pauvre s'était mariée 4 ans plus tôt à un certain Luis Mena. Il avait 1 an de plus qu'elle, mais ce goujat l'avait abandonnée pour refaire sa vie à Miami lorsqu'elle avait fait une fausse couche. Alors la pauvre était retournée vivre chez ses parents. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, peu de temps après, voilà qu'elle tombe malade. Elle a des problèmes respiratoires et inquiète, c'est sa mère qui l'a conduite à l'hôpital. Et comme le vieux docteur Tanzler est tombé fou amoureux d'elle, eh bien il va prendre son cas très au sérieux. Mais après quelques analyses, les résultats tombent. Elle est atteinte de la tuberculose, une maladie très mortelle à l'époque et qui s'attrape par contagion par voie aérienne. La pauvre est désespérée, sa famille aussi. Tous savent qu'elle a une espérance de vie de quelques mois. Ce serait un miracle qu'elle survive. Et effectivement, la maladie ne va cesser de se propager. Et à l'époque, il n'existe aucun vaccin. Mais le docteur Tanzler va se mettre en tête qu'il peut la sauver. Il propose même de la soigner gratuitement. Une aubaine pour la famille de Maria Elena, qui, il est vrai, n'a pas beaucoup d'argent. Et Karl Tanzler veut y croire. Il refuse de perdre la femme de sa vie, alors même qu'il vient tout juste de la rencontrer. C'est inconcevable pour lui. Alors il va tout tenter, absolument tout. Au début, il essaye des méthodes sérieuses, mais rien ne semble arrêter la maladie.
Et d'ailleurs, en parallèle, il ne va pas cacher longtemps à Maria Elena ses sentiments. Voilà, il l'aime. Et quand elle sera guérie, ce qu'il veut, c'est l'épouser. Mais ses sentiments ne sont absolument pas réciproques. De un, la belle Maria Elena a la tête ailleurs. Elle lutte alors pour sa vie. Et de deux, elle n'est absolument pas attirée par ce médecin qui a l'âge de son père. Alors hors de question pour elle de lui donner de faux espoirs. Mais le médecin insiste. Voilà, c'est un gros lourd et il débarque chaque jour chez elle, les bras chargés de cadeaux, des bijoux, des vêtements, des parfums. Alors Maria Elena et ses proches se seraient bien passés de ça, mais il est vrai que ce docteur est leur seul espoir. C'est avec acharnement que le docteur Tanzler va trouver de nouvelles idées chaque jour pour tenter de soigner sa belle. Ses collègues lui disent qu'il rêve. Si les plus grands spécialistes n'ont pas réussi à trouver de remède, ce n'est sûrement pas lui qui réussira, mais Tanzler, lui, y croit. Et il fera même preuve d'une irrévérence totale vis-à-vis de ses supérieurs. Le docteur était alors incontrôlable, il empruntait même du matériel illégalement. Quant à sa famille, elle n'est plus qu'un lointain souvenir, même s'il ne cessera jamais de les assumer financièrement, il est aux abonnés absents. Il passe son temps à tenter de soigner la femme de sa vie. Il essaiera les médicaments, la thérapie par rayon X, il tentera aussi d'utiliser de l'électricité. Il arrivait chaque jour chez elle avec de nouvelles machines et désespéré, il tentera même des mixtures aux plantes et autres toniques. Le tout entre deux mots doux puisqu'il est persuadé qu'elle finira à son tour par tomber amoureuse et que ce n'est là qu'une question de temps. Mais voilà, après des mois, mais sans réelle surprise, la santé de Maria Elena se dégrade. La maladie s'est propagée au niveau des organes et le docteur Tanzler n'est jamais loin, il est à son chevet le plus possible et doit même être poussé à la sortie par les parents de Maria Elena, surtout vers la fin, puisque Maria Elena n'était plus en état de rien. Et finalement, 1 an et demi après son diagnostic, elle s'éteint chez ses parents, entourée des siens, à l'âge de 22 ans, le 25 octobre 1931. Sa famille est inconsolable, le docteur Tanzler aussi. Il semble plus attristé encore que sa propre famille et insiste même pour payer ses funérailles. Et il supplie ses proches de ne pas enterrer Maria Elena sous terre, de peur que son corps ne soit contaminé par les eaux souterraines. Et il les convainc aussi de la faire conserver dans du formol pour que son corps se dégrade le moins possible. Et pour ce faire, il engage un entrepreneur des pompes funèbres pour nettoyer et préparer le corps au mieux avant qu'il ne soit placé dans la tombe. Et le docteur ira chaque jour sur la tombe. Il ne cesse d'être obsédé par Elena. Il lui parle, passe de longues heures avec elle, lui chante des chansons d'amour. Il avait même appris sa chanson préférée. Il était présent chaque soir après son travail. Et son petit manège n'a pas tardé à effrayer les habitants du coin, au point où il a même fini par être licencié de l'hôpital. Mais tout ça, le docteur s'en moque, et après des mois à venir la visiter, il décide qu'elle mérite mieux, alors il propose à sa famille de transformer sa tombe en mausolée. Ce qu'il veut, c'est lui construire un splendide édifice en guise de dernière demeure. Et la famille accepte avec joie. Il fait ainsi construire un beau mausolée, mais les proches ne remarquent pas que le mausolée est équipé d'une porte, que la porte est équipée d'une serrure et que seul le docteur Tanzler a la clé. Et là, rebolote, il vient chaque jour lui rendre visite, il va même jusqu'à installer un téléphone dans le mausolée, oui, afin de pouvoir continuer à discuter avec elle quand il n'est pas là. Et c'est à peine s'il rend visite à sa famille. C'est d'ailleurs l'année suivant la disparition d'Elena qu'il va perdre sa fille cadette, alors atteinte de dystérie, et alors qu'elle avait seulement 10 ans. Mais Karl Tanzler est comme fou. Rien n'a d'importance à ses yeux, si ce n'est sa douce Maria Elena, et il attend en réalité le bon moment, puisque s'il a fait construire ce mausolée, c'est dans le but de s'emparer du corps d'Elena. Il s'avère qu'elle lui est, elle aussi, apparue dans des visions, et ce qu'elle lui a demandé lors de ces visions, c'est de la faire sortir de là. Et c'est 3 ans après qu'elle n'ait succombé à sa maladie, une nuit d'avril 1933, qu'il pénètre dans le cimetière et qu'il emporte avec lui, dans un petit chariot pour enfants, la dépouille moisie d'Elena,
afin de la ramener chez lui, dans sa propriété, à l'abri des regards. Il y avait construit un laboratoire de fortune dans la carlingue d'un vieil avion. Son idée, son but même, la ramener à la vie. Il va enfin pouvoir laisser libre cours à tous ses désirs. Il habille Elena d'une splendide robe de mariée. Il lui enfile des bas, il la pare de bijoux. Il va ainsi vivre avec elle. Le soir, quand il va se coucher, il la met dans le lit. Il la met dans le salon lorsqu'il est à table, etc., etc. Et si au début, c'est possible parce que le corps avait été conservé dans du formol, eh bien à l'air libre, c'est une autre histoire. Alors forcément, il commence à se décomposer et ça sent tellement mauvais qu'il doit asperger la dépouille en continu de parfums et de désinfectants. Et au fur et à mesure que le corps va moisir, eh bien il va le bidouiller. Il va le remplir de chiffon, il va remplacer la peau par du plâtre de Paris, de la soie et de la cire, les yeux par des billes. Il va confectionner un semblant de perruque avec les cheveux de la pauvre Maria Elena. Il va lui dessiner des sourcils, un trait de crayon noir, une petite bouche avec de la peinture. Mais comme ça ne suffit toujours pas, il va attacher les os avec des cordes de piano et comble de l'horreur, il va même glisser un tuyau en plastique là où vous pensez pour pouvoir faire ce que vous pensez. Il ira même jusqu'à installer des voiles tout autour de son lit pour plus d'intimité. Et donc oui, il aura bien des relations avec la pauvre Maria Elena, du moins ce qu'il reste d'elle. Et il va vivre comme ça, avec sa belle, de longues années, lui parler comme si elle était vivante, danser avec elle, lui coiffer les cheveux, etc., etc. Mais ce qu'il ne remarque pas, c'est qu'en ayant cessé de se rendre sur la tombe d'Elena, eh bien le voisinage avait commencé à se poser des questions. Et un garçon du coin l'avait une fois aperçu à travers la fenêtre, en train de danser avec sa poupée géante. Alors les rumeurs ont commencé à circuler dans la région. Les rumeurs selon lesquelles le docteur Tanzler garderait Elena chez lui. Sans compter qu'il était régulièrement aperçu en train d'acheter des vêtements pour femmes ou des bijoux. Et la nouvelle du docteur Zinzin qui danse avec une poupée à taille humaine s'est répandue jusqu'à Key West, jusqu'à arriver aux oreilles de la famille d'Elena. Du moins ce qu'il reste de sa famille. La majorité de sa famille directe est depuis morte de la tuberculose elle aussi. Et en apprenant la nouvelle, Florinda, la sœur d'Elena, a un mauvais pressentiment. Elle se dit que cette rumeur est peut-être vraie et que si elle est vraie, c'est peut-être le corps de sa sœur qui est chez lui. Et elle en fait part à ses parents. Ils se disent qu'elle rêve, mais Florinda va en avoir le cœur net, alors elle se rend par surprise chez le docteur Tanzler pour le confronter. En octobre 1940, elle frappe à sa porte et lui demande des explications. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ? Le docteur pris de court nie. Mais Florinda se précipite dans la chambre et là, elle tombe nez à nez sur une sorte de poupée mortuaire allongée sur le lit et elle comprend immédiatement que c'est là sa sœur. Horrifiée, elle avertit immédiatement les autorités. Une équipe d'enquêteurs se déplace alors sur les lieux. Le docteur Tanzler est interrogé sur place. Impossible de nier. Oui, il est bien responsable de ce dont on l'accuse. Il n'en est pas fier, non, mais il n'en a pas honte non plus. Quand on lui demande pourquoi il a agi ainsi, il parle des visites de son ancêtre. Et si ce qu'il dit paraît aberrant, il n'a pas l'air fou pour autant. C'est comme s'il racontait quelque chose de tout à fait banal. Les enquêteurs vont dans le doute visiter le mausolée afin de s'assurer qu'il est bien vide, et effectivement, il est vide. Les photos de l'arrestation du médecin feront le tour des presses du pays. La nouvelle est invraisemblable et digne d'un film d'horreur. Ce sont les presses régionales et nationales qui s'emparent donc de cette affaire. Et le docteur Tanzler devient alors un sujet de conversation aux quatre coins du pays. Les membres de la famille d'Elena, du moins ceux qui sont toujours en vie, sont sous le choc. Ils ont l'impression qu'ils viennent à nouveau de perdre Maria Elena. La douleur est vive, ils en sont sûrs. Tout ce temps, elle n'a pas pu reposer en paix. Ils sont croyants et selon eux, dans ces conditions, son âme était sans doute en train de errer en même temps que son corps était trimballé d'un bout à l'autre de la maison du sordide docteur. Un pathologiste sera chargé d'analyser le corps de la pauvre Elena et il reste incrédule. Et la pauvre ne reposera pas en paix tout de suite puisqu'elle sera, comme il était courant à l'époque, exposée au grand public un certain temps. On estime que c'est plus de 6800 personnes qui ont défilé pour voir ce qu'il restait d'elle.
Tanzler, quant à lui, a été arrêté et jugé pour destruction gratuite et malveillante d'une tombe et enlèvement d'un corps sans autorisation. Le procès est devenu une sensation médiatique et étonnamment, la majorité du public, en particulier les femmes, a soutenu Dr Tanzler, trouvant que c'était là un romantique excentrique. À la barre, Karl Tanzler a affirmé qu'il prévoyait d'utiliser un dirigeable pour emmener Maria Elena, je cite, « haut dans la stratosphère afin que les radiations de l'espace puissent pénétrer ses tissus et ainsi lui redonner vie ». Et ça avait, il est vrai, à peu près autant de sens que tout le reste pendant l'audience. Le Dr Tanzler a finalement été innocenté car le délai de prescription avait expiré. À sa libération, il a eu l'audace de demander à récupérer le corps d'Elena. Une bien curieuse demande qui a évidemment été refusée. La presse, quant à elle, n'a pas arrêté de relayer toujours plus d'informations, les visions du docteur, ses efforts acharnés pour la sauver de son vivant, le mausolée, etc., etc. Et quand certains éprouvent de la compassion, d'autres éprouvent du dégoût. Mais le docteur Tanzler a l'air de s'en fiche. Les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Dans le fond, il a hâte de retrouver sa dulcinée et par tous les moyens. Au point où après que la famille de Maria Elena ait pu enfin récupérer son corps, après cette exposition macabre, à la suite d'une veillée funéraire digne de ce nom, elle sera enterrée, toujours au cimetière de Key West, mais dans une tombe anonyme, pour que plus jamais le docteur Tanzler n'ait l'idée d'aller la retrouver. Le docteur Tanzler est retourné vivre non loin de sa femme et de sa fille, et sachez qu'il n'a jamais cessé de parler de Maria Elena, de tous les sentiments qu'il éprouve pour elle, hier comme aujourd'hui. Il affirme toujours à qui veut bien l'entendre qu'il ne cessera jamais de l'aimer et qu'elle est la femme de sa vie. Quant à sa femme, Doris, elle sera bien évidemment sous le choc, imaginez un peu, mettez-vous à sa place, mais elle ne cessera jamais de soutenir son mari, elle ne va pas lui tourner le dos. Mais ils vivront séparément, tout de même, faut pas abuser, mais ils garderont toujours contact et resteront malgré tout une famille. Et concernant le docteur, loin des yeux ne veut pas dire loin du cœur, il n'aura de cesse de penser à sa chair et tendre, et aussitôt installé dans son nouveau chez lui, le docteur Tanzler se lancera dans la fabrication d'une sorte de poupée en plâtre, grandeur nature à l'effigie d'Elena. Il tentera d'en faire une reproduction des plus fidèles et vivra à ses côtés comme il l'avait fait avec ses restes. Il ne cessera jamais de considérer cette poupée et de la traiter comme si c'était sa femme. Il dormait avec, il mangeait avec, il dansait avec, etc., etc. Elle avait une place de choix dans sa vie et dans son quotidien. Et il était très heureux ainsi. Pour rien au monde, il ne l'aurait remplacée par une femme en chair et en os. C'est Maria Elena et rien qu'elle. Puis, il se lancera dans l'écriture d'une autobiographie parue en 1947. Et oui, comme je vous le disais, le fantasque et perturbé Dr Tanzler était loin d'avoir honte, au contraire. Il s'estime simplement incompris. Mais encore une fois, le regard des autres, ce n'est pas son problème. Cette autobiographie sera publiée dans diverses revues, comme le magazine Pulp, un magazine de fiction bon marché assez populaire à l'époque, ainsi que dans le magazine Fantastic Adventure. Tout au long de sa vie, il ne cessera de faire des reproductions de Maria Elena, tantôt en la peignant, tantôt en la sculptant avec de la cire, avec des chiffons. Il n'a aucun talent, mais le cœur y est. Vous pensez bien qu'il n'a plus été autorisé à pratiquer la médecine depuis son arrestation. Il vivait donc chichement. Mais cette vie simple lui allait. Il fera même à l'âge de 73 ans, en 1950, une demande de naturalisation qui sera acceptée. Il deviendra ainsi un citoyen américain à part entière, puis il décédera 2 ans plus tard, à l'âge de 75 ans, le 3 juillet 1952. Et comme il vivait seul, ce n'est que 3 semaines plus tard que son corps sera retrouvé. On pouvait lire dans diverses revues publiées les années précédant sa disparition qu'il avait été retrouvé gisant sans vie dans les bras de sa poupée. Mais sachez que ce n'est là que pure fiction. Il a été retrouvé seul gisant sur le sol. Et un article écrit par Michel Felder en 1982 raconte comment des ouvriers de rénovation ont trouvé une note prétendument écrite par le docteur Tanzler
avouant avoir tué Elena en l'empoisonnant. Il était marqué « Elle est morte parce que je lui ai donné miséricorde. J'ai mélangé la racine de Volksbann avec de l'aconite diluée. C'était agréable et ma bien-aimée a quitté ce monde misérable le 25 octobre 1931 afin qu'elle ne souffre plus. Ma douce Maria Elena, je t'ai envoyée vers les anges avec mon élixir d'or. » Et un autre ouvrier témoignera que Tanzler lui avait dit un jour qu'il tuerait Elena si nécessaire pour accomplir son destin. Sachez que sans argent, c'est la vaillante Doris qui l'a aidé financièrement les dernières années de sa vie. Et oui, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette folle histoire en barre de commentaires, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.